dans cette communication, je vais prendre Harry Potter comme exemple, à première vue paradoxale, d'une de mes théories quant aux fictions expansives de la culture médiatique contemporaine, à savoir que la catégorie du personnage, qui a longtemps été dont la récurrence a longtemps été un des piliers de la sérialité, s'y efface, ou du moins y perd la majeure partie de son importance, au profit bien sûr de l'univers qui se développe autour de lui. Alors, les storytellers le disent depuis une bonne quinzaine d'années. C'est la fameuse citation de Jenkins qui ouvre à peu près toute communication sur le sujet, donc ça n'a rien de vraiment neuf. Cependant, au détour du succès de nouveaux Sherlock Holmes ou de divers super-héros, on voit ressurgir, et en particulier en littérature pour la jeunesse, des réflexions autour du héros entre mythe et support d'identification. Et s'il y a bien un exemple qui semble aller à l'encontre du primat de l'univers sur son peuple fictionnel, c'est bien Harry Potter. D'ailleurs, l'ensemble porte ce nom. Le cycle romanesque, ses ouvrages compagnons, les adaptations cinématographiques, les produits dérivés, les déclinaisons médiatiques, en particulier ludiques et vidéoludiques, tout cela est connu sous le nom du personnage principal. Donc il y a là l'idée que l'univers, ce serait le héros. Mais à première vue seulement, ou disons, selon moi, dans un premier temps seulement. Donc j'entends ici analyser au prisme du développement des univers transmédiatiques et avec l'évidente difficulté du manque de recul, ce qui s'est passé après Harry. Après que Harry Potter, le personnage, a disparu. Je parlerai de ces derniers moments dans une première partie de mon intervention. Et puis, je présenterai le sens que j'accorde aux expansions qui ont pris le relais pour combler l'espace médiatique de l'importante communauté de fans depuis la fin des adaptations cinématographiques. Donc, après 2011, sous un double versant, en fait, c'était mieux sans, numérique, et supervisé par Rowling avec l'appui technique de Sony jusqu'au printemps 2014, puisque le contrat s'est terminé depuis, donc c'est le réseau social Pottermore, et un autre versant qui est un versant physique, une autre expansion, donc sous licence Warner Bros. Universal. Ce sont les visites touristiques du Making of Harry Potter et des attractions Wizarding World of Harry Potter. Mais il faut donc d'abord revenir sur la fin de Harry et ce qu'elle a signifié. Cet événement tragique est en réalité déjà assez ancien, puisque Harry a disparu avec la parution du 7e et dernier volume de ses aventures, très attendu, et son fameux dernier chapitre dont on savait ou dont on voulait croire qu'il avait été écrit en même temps que le premier et ensuite entre-temps conservé tel un trésor au coffre-fort. Ce devait être la fin de Harry Potter, engendrant par anticipation chez les nombreux lecteurs puis spectateurs fans un sentiment d'angoisse, voire de deuil collectif, comme en ont suscité au fil de l'histoire la fin des sagas générationnelles. Tiffaine Samoyo donne par exemple de nombreux exemples autour de nombreux témoignages autour des Thibauts de Roger Martin Dugard, dont la parution des 8 volumes s'était étalée entre 1922 et 1940, donc avait vraiment accompagné une génération. Comment suscite aujourd'hui à répétition les fins de séries télévisées, particulièrement scrutées comme séries télévisées qui, on nous l'a rappelé ce matin, accompagnent également dans la durée leur public et dont les fins sont particulièrement scrutées comme déterminant l'image rémanente, ce qui restera de la production. On pense bien sûr au cas fameux de Lost ou encore l'année passée la conclusion de Breaking Bad. Alors je le disais, le deuil final de Harry Potter a été anticipé. Deuil de Harry Potter, livre et héros confondus, anticipé d'une manière très frappante et significative. Il faut en effet se rappeler la curieuse légende qui s'est répandue comme une traînée de poudre chez les lecteurs, alors à partir du volume 5, mais en particulier dans l'intervalle entre les volumes 6 et 7. Il va mourir à la fin. Je m'appuie ici sur l'ouvrage d'Isabelle Cany, Harry Potter, l'anti-Peter Pan, pour en finir avec la magie de l'enfance, écrit en 2007 justement, et dont les dernières pages, le livre se ferme sur l'analyse de cette légende d'aujourd'hui.
dont elle souligne le caractère aberrant, tant le sacrifice du héros va à l'encontre de tous les codes de genre en littérature pour la jeunesse, les codes de genre utilisés par Rowling, tant du côté du roman d'aventure que du récit, que du roman d'éducation. Code par ailleurs parfaitement connu du très grand public qui sait très bien, passé la toute petite enfance, dans un certain type de production, que le gentil n'est jamais réellement en danger. Il va forcément s'en sortir à la fin. La mort de Harry, en outre et surtout, aurait contredit ce qui est le projet même de Rowling, tel que l'analyse Isabelle Cany, et je la suis complètement sur ce point, un projet qui consiste à montrer comment on peut, et même comment on doit, sortir de l'enfance. Projet donc incompatible avec l'éternisation dans une mort précoce. Si on y a pourtant cru, et je me compte parmi ceux-là, moi j'ai vraiment sincèrement pensé que Harry allait mourir, parce qu'on avait compris que Harry était peu ou prou un Horcrux, parce qu'on avait écouté Rowling dire et répéter qu'il ne saurait y avoir de suite, que tout était prévu, que tout était définitif. C'est surtout, donc, si on y a cru, parce que, donc, je cite Isabelle Cany, l'idée que Harry puisse survivre à son enfance était proprement impensable. Ce personnage identifié à la magie de l'enfance ne pouvait pas devenir adulte. Ce que les lecteurs voulaient voir, voilà, leur désir, c'était l'éternelle enfance, confirmée comme unique valeur, l'impossibilité de devenir adulte érigée en règle d'or réconfortante, la violence anticipée du cycle qui s'assombrit de la fin nécessairement terrible, était une fausse violence. La vraie violence psychologique, c'est de montrer, comme a osé le faire Rowling, Harry, à 37 ans, sur le quai de la gare, résister à voir partir sans lui le Poudlard Express. Il y a d'ailleurs le même coup de force chez Pullman dans À la croisée des mondes, dont vous avez entendu parler il y a quelques jours, avec la séparation finale et déchirante du très jeune couple, chacun devant désormais vivre et grandir dans son monde, sans passage possible, parce que, donc ce sont des citations de Pullman, il n'y a qu'un seul monde, il faut fermer les fenêtres. Donc, une conclusion terriblement antifictionnelle de cet hymne apparent à la fiction, et il y a la même chose dans Harry Potter. Oui, je vous ai mis aussi la conclusion, vraiment les derniers mots de l'ouvrage d'Isabelle Cany, donc je lis rapidement ces Ultima Verba. Mais Harry n'est pas mort. Sa near-death experience, il l'a vu s'augmenter en effet de tout ce que des millions de lecteurs y ont ajouté affectivement en anticipant sa fin tragique, en s'investissant des années à l'avance dans son combat contre Voldemort. Ils l'ont accompagné vers la mort, il les ramène à sa suite vers une vie devenue une grande aventure. Il n'en est pas de plus grande que d'essayer, dans un monde comme le nôtre, de sortir de l'éternelle enfance. C'est en cela qu'il peut les conduire, nous conduire, vers cet âge adulte plus inconcevable que la mort même. Alors ça, c'était en 2007, c'était la version « Le but est atteint », Harry Potter, un livre qui fait grandir ses lecteurs, éventuellement contre leur gré, lecteurs transgénérationnels, mais tous pareillement infantilisés par la société de consommation, pour le dire vite. Mais il y a toujours un après, et là, il y a une suite de l'histoire. Donc, Harry Potter, certes, n'est pas mort, mais il a bel et bien disparu en devenant adulte et père, et parce que Rowling l'a, pour le moment encore, fermement décidé, fermant la porte à tout autre avenir pour lui, tout autre avenir officiel du moins. Et pourtant, il n'y a pas eu deuil. Il n'y a pas eu deuil après la fin, il y a eu deuil anticipé avant, mais il n'y a pas eu deuil après, parce que quelque chose demeure qui continue à porter le nom de Harry Potter et qui est en fait plus conforme à notre désir réel. Le phénoménal succès contemporain, toujours entretenu autour de l'œuvre de Rowling, puisqu'il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait de nouvelles informations qui viennent relancer l'intérêt médiatique, ce phénomène donc, dont on pouvait croire qu'il était celui de son héros éponyme, dépasse Harry, littéralement. Le héros, aujourd'hui, s'est complètement effacé derrière le monde qu'il a suscité, et ce qui reste, en réalité, c'est Poudlard. Et le monde des sorciers, dont l'école est le cœur. Il me semble qu'on peut affirmer que Harry n'est pas le héros de ses fans. L'adhésion du public, ce qui suscite et produit des œuvres destinées à alimenter cette fiction désormais transmédiatique, l'adhésion du public n'a pas pour noyau d'expansion l'évolution du petit sorcier vers l'âge adulte et les renoncements qu'elle implique, mais au contraire, mais bien un espace-temps, un lieu et un moment, avec son symbolisme évident de monde de la magie de l'enfance.
Poudlard, c'est le monde de la magie de l'enfance, et c'est lui, c'est ce monde merveilleux de la magie de l'enfance, absolument irrésistible dans sa promesse, qui est préservé pour que ces amateurs puissent continuer, imaginer, y trouver refuge. Et ce, au mépris, sans doute, en partie, du message du cycle, qui était, je viens de le rappeler, qui allait assez fermement à l'encontre de toute idéalisation de l'enfance et de toute complaisance dans l'évasion. On se situe désormais dans l'après-Harry, After the Death of Harry Potter, si je décline le titre de l'excellent ouvrage de David Buckingham, After the Death of Childhood, Growing Up in the Age of Electronic Media, pour qui c'est justement d'avoir disparu avec l'effacement des frontières générationnelles qui vaut à l'enfance contemporaine d'être aussi omniprésente et aussi célébrée. De façon un peu similaire, comme en réaction à l'impossible deuil du personnage devenu grand, c'est-à-dire à la fois étranger et sans histoire, Harry Potter, dans les années qui ont suivi la fin des adaptations cinématographiques, s'est mué en franchise, en faisant fond sur sa dimension spatiale, sur ses dimensions spatiales et ludiques, et en délaissant forcément l'intrigue, le récit qui avait suscité ce décor, et a fortiori le personnage dont était raconté le parcours. Les films Harry Potter ont permis un premier prolongement, qui était un prolongement par le même, mais qui déjà a nié toute clôture, toute fin possible. On était déjà, avec les films qui sont une étape intermédiaire entre les livres et les développements de l'après-Harry. Les films, c'était une étape intermédiaire, mais on était déjà dans ce régime un peu spectral de la jeunesse terminée et cependant interminable. On avait d'un côté Harry devenu père de famille dans le livre, et puis Harry encore à l'orée de l'âge adulte au cinéma, sans qu'il y ait écart chronologique suffisant, comme c'était en général le cas des adaptations, mais ça n'est plus le cas à partir de Harry Potter. On essaye de viser une simultanéité aussi grande que possible entre les deux expériences. Du coup, il n'y a pas assez d'écart chronologique pour qu'il y ait une solution de continuité claire entre les deux expériences qui se superposent. Donc, hiver 2011, le dernier film, printemps 2012, et littéralement quelques mois après, puisque c'est mars et avril, ouverture simultanée, une semaine près, de 2 prolongements donc correspondant à la double nature de Harry Potter à ce moment-là, tel que David Goldie nous l'a présenté hier, série de livres, série de films, même et autres. Donc je les ai cités tout à l'heure, ces 2 expansions. Donc du côté du livre, le réseau social pour amateurs qu'est Pottermore. Alors je le qualifie de réseau social pour amateurs parce que ça n'est pas un site d'information ouvert, c'est un site qui n'est accessible que sur inscription. Il faut créer un compte gratuit, comme sur Facebook, pour rejoindre le club des Potterheads. Donc ça s'appelle Pottermore, plus de Potter, Potter plus, et c'est la promesse, c'est une promesse qui nous est donnée comme émanant de J.K. Rowling. Pottermore est un projet qui a été voulu et supervisé par la romancière elle-même, et ensuite donc créé par les équipes de Sony avec pour modèle économique le fait que c'est sur cette plateforme en exclusivité que sont vendus, que sont distribués les audiobooks et les e-books. Donc il y avait quand même un intérêt économique derrière, bien sûr. Donc là, sur l'image que je vous ai mis, vous voyez donc l'insistance sur l'implication personnelle de l'auteur avec la signature et l'écriture manuscrite sur le Coming Soon, c'est la petite image rose. Et puis, je vous donne une idée de l'univers visuel du monde des sorciers tel qu'il est présenté sur le site, c'est-à-dire sous forme de dessins magnifiques. Ici, c'est Gringotts et Diagon Alley, mais ces dessins ne correspondent pas exactement, ne sont pas des facsimilés des images des films. Par contraste, tout le matériel publicitaire et tous les visuels qui entourent les extensions physiques du monde de Harry les présentent comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des émanations directes des films. Donc, de ce côté-là, on est vraiment du côté des films, évidemment avec le studio Harry Potter Warner Bros, ou donc Making of Harry Potter. C'est un vaste hangar en banlieue de Londres qui propose une visite en partie scénarisée dans les décors à taille réelle des films. Donc là, vous voyez un petit peu les gens tels qu'ils le visitent. Et puis, donc, les zones d'attraction Wizarding World of Harry Potter au sein des parcs Universal. La première installation est plus précoce, puisqu'elle date de juin 2010 à Orlando, mais on a eu plusieurs nouvelles ouvertures à l'été 2014.
Le directeur artistique, donc le chef décorateur des films, Stuart Craig, a travaillé avec les équipes des parcs à la demande de Rowling, dit-on, avec peut-être pour but et en tout cas pour effet d'atteindre une véritable homogénéité entre les différentes représentations qui sont proposées du monde de Harry sous ses différentes formes. Et sur cette vignette, vous constatez l'utilisation de l'identité visuelle des films. À gauche, vous avez 2 publicités pour le making-of et à droite 2 publicités pour Wizarding World. Non seulement donc, ces visuels publicitaires font figurer les images des acteurs et des décors, mais plus généralement, on peut effacer les images des acteurs. Reste la typographie, la fameuse typographie caractéristique. Harry Potter écrit de cette façon-là, entre éclair et ferronnerie, sous fond de ciel d'orage si possible. Donc typographie très caractéristique qui n'est en revanche jamais présente sur les pages de Pottermore, parce qu'elle est sous licence. Alors, au-delà de ces différences qui sont énormes et qu'il faut relever, et qui font du monde numérique et des parcs à thème, des développements qui se situent de part et d'autre de la bataille de l'adaptation, il faut, me semble-t-il, et bien entendu, souligner la convergence, la complémentarité de ces 2 entreprises, dont l'ensemble me semble même très caractéristique de la manière dont aujourd'hui les fictions cherchent à répondre à la demande supposée de leurs consommateurs en proposant, donc, dans un développement transmédiatique, des mondes pour jouer. Au-delà des livres et des films, et à partir d'eux, on va proposer des espaces où on entre, avec cet aspect de monde, immersion, et où l'on entre pour jouer, avec cette fois la part de second degré, de distanciation que cela implique. Se donnant pour horizon le monde pour jouer, la consommation de fiction doit feindre un effacement maximal des limites entre notre monde et l'autre monde. Effacement toujours partiel, bien entendu, potentiellement frustrant, on ne peut pas rentrer plus que ça dans le monde qu'on aime, mais qui est atteint de manière relativement efficace aujourd'hui grâce à un double mouvement de part et d'autre de la frontière, import-export, et c'est le cas sur Harry Potter. Moi, dans le monde de fiction, d'une part, la part dématérialisée, la fiction dans mon monde, d'autre part, la part matérielle. Alors, je vais développer un petit peu cette idée. Pottermore et Making of, donc les 2 côtés de ce développement, reposent tous 2 sur une forte promesse d'immersion. Il s'agit bien de pénétrer dans le film pour la visite touristique. Alors la promesse est claire dans ces 2 affiches publicitaires que je vous remontre et que je rapproche, où on a ces petits visiteurs qui lèvent leurs yeux émerveillés sur des décors qui littéralement les englobent de toutes parts, ils sont dedans. Pénétrer au cœur des livres pour le site. Donc c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Évidemment, ça ne marche pas. Voilà, non, ça ne marche pas. Bon, tant pis. C'était la présentation. Ah si, regarde. Bon, alors pourquoi je peux pas cliquer dessus? Si je clique dessus, ouais. Alors bon, bref, j'ai pas trop le temps de m'arrêter là-dessus. C'est la vidéo de présentation de Pottermore avant son lancement. Je sais pas si je peux... Elle est quasi lisible, mais pas tout à fait. C'est une animation qui dit ça. Elle montre, à partir de ce que dit Rowling, un portail. Donc on zoome sur le livre et le livre s'anime. Un portail fait de pages découpées sort du livre et s'ouvre pour nous permettre d'entrer dans le livre. Et le livre s'augmente tout en restant livre. C'est-à-dire il y a des animations faites de pages imprimées qui crée un chapeau, un hibou. Donc il y a vraiment l'idée d'une augmentation du livre par l'intérieur. Et l'auteur, dans son commentaire, insiste sur les ajouts, les additions, et en particulier l'ajout de l'interactivité. The most crucial addition is you. Alors Pottermore, donc, c'est la possibilité de s'exporter dans la fiction. Moi, je m'exporte dans la fiction. Quand on s'inscrit, on n'est plus identifié, pour des raisons de sécurité aussi pour les enfants, que par un pseudonyme imposé. Moi, je m'appelle Horty Tulou. Que ça jette. Et on apparaît immédiatement dans une liste de personnages magiques. On nous dit « Bravo, tu es magique » et Horty Tulou arrive en haut de la page avec, en dessous, le dramatis personae des personnages de l'ouvrage.
Ensuite, la progression est à la fois celle d'un livre et celle d'un jeu, un RPG assez simple où on trouve des bonbons et où on ramasse des points. Trop simple, de l'avis de nombreux amateurs qui s'expriment sur les forums, aussi parce que le public visé est un public d'enfants. Donc c'est un jeu qui, en guise d'ouverture de niveau, suit les chapitres des livres et propose d'en déplier les images, d'en explorer les marges. Du coup, plus loin dans les premiers chapitres, quand on entre dans le premier volume, on va pouvoir assez vite découvrir Diagon Alley et donc aller choisir sa baguette magique, son animal de compagnie. Ensuite, entrer à Poudlard, rencontrer le Choixpeau qui va nous verser dans une des maisons. Donc, on va pouvoir commencer à participer à la compétition des 4 maisons, etc. Le dévoilement des chapitres, donc, dans ce qui est vraiment une version interactive, augmentée et progressif, c'est pour ça que certains disent leur frustration, c'est parce qu'on attend longtemps et ensuite ça va trop vite. Donc on en est arrivé là actuellement sur Pottermore, on en est à la fin du 4e tome, La Coupe de Feu. Les chapitres 21-37 sont les derniers à avoir été révélés. Alors les points forts de ce mode d'accès-là au monde de Harry, donc ce mode d'accès-là qui permet à l'internaute, aux fans, à l'amateur de rejouer l'aventure dans le monde du livre. C'est ça la promesse, on rejoue l'aventure dans le monde du livre. Alors point fort, c'est la capacité de simulation de la magie par la magie numérique elle-même, notamment les duels de sorciers qui reprennent un des scénarios ludiques les plus éprouvés, figurent parmi les activités favorites sur le site. Quand on a commencé à apprendre un certain nombre d'incantations, on peut se mesurer aux autres et c'est pas mal. Et c'est surtout son point fort, sa maîtrise de la temporalité, du temps, la façon dont le temps de la réception et le temps du monde fictionnel peuvent se rejoindre et travailler de concert, donc de manière tout à fait similaire à ce qu'on connaît déjà sur les séries télévisées, avec par exemple les numéros de Noël ou les numéros d'Halloween, les épisodes. Le site, donc, outre les grands moments que sont l'ouverture de nouvelles zones, de nouveaux chapitres, instaure un rythme événementiel avec les rentrées à Poudlard, le système des compétitions régulières entre maisons, à la Coupe des Maisons, qui est précédé par une semaine de House Pride, où on doit dire sa fierté d'être dans sa maison, ou encore, donc, coup de force au début de l'été, la Coupe du Monde de Quidditch, qui se trouve figurée au début du 4e volume de la Coupe de Feu, qui a coïncidé cette année avec la Coupe du Monde de football, dont elle est l'équivalent version sorcier. Alors, peu de gens s'en seraient peut-être aperçus en dehors des Potterheads, si Rowling n'avait écrit une série de textes, donc des rares textes inédits de Rowling, donc c'est un écho médiatique quand même assez large, donc des textes se présentant comme des reportages commentant la Coupe du Monde par la toujours odieuse Rita Skeeter et par la toujours charmante Ginny Weasley Potter. Les visites des parcs d'attractions forment l'envers ou l'endroit, enfin en tout cas l'expérience symétrique d'importation de la fiction parmi nous. C'est aussi bien sûr le rôle de tous les produits dérivés qui sont analysés dans ce sens par Gilles Brougère notamment, très bien. Voilà, le produit dérivé permet d'apporter la fiction dans mon monde quotidien. Là en plus, ils vont pouvoir être vendus dans les boutiques fictionnelles ad hoc qui sont reconstituées. On va pouvoir acheter les bonbons dans la boutique de bonbons, on va pouvoir aller au chaudron baveur, il y a la boutique de farce et attrape des jumeaux Weasley. Bon. Les points forts donc sont cette fois la matérialité, le réalisme matériel et la spatialisation, l'inscription du monde imaginaire dans un espace à parcourir à notre mesure. La concrétude et la profusion des détails immersifs dans les traces des héros et les décors en taille réelle pour le studio, la possibilité d'entrer dans le château, dans les boutiques et dans les pubs pour les parcs d'attractions. Il se trouve bien sûr que Harry Potter, avec son postulat original d'un monde secondaire qui est en fait présent à nos côtés, mais simplement caché à nos yeux, dans les plis de notre réalité, non seulement constitue un excellent support, mais bien sûr favorise et suscite un tel désir de coïncidence spatiale, de matérialisation de ce monde qui est là mais qu'on ne voit pas. Je vous mets l'exemple célèbre du chariot de King Cross, exemple précoce, sur lequel je pourrais m'étendre, mais je n'ai pas le temps, parce que précisément, il posait des problèmes de reconstitution massifs, parce que ici, Rowling a pris ses distances avec les réalia géographiques de Londres. Ce qu'elle décrit n'existe pas. Donc, on ne peut pas reconstituer le quai 9 3/4, et pourtant, on a envie de pouvoir aller à King Cross et de retrouver cet endroit-là. Et donc, on l'a baladé un petit peu partout dans la gare avant de réussir à lui trouver un endroit qui soit satisfaisant et qui sert juste à faire des photos. Voilà. Donc il me semble qu'il y a une vraie complémentarité entre ces deux entreprises dans leur démarche commune d'accès ludique
au monde de fiction, un monde de fiction qui se trouve être le monde magique de l'enfance. Alors le caractère transmédiatique de cet ensemble maintenant, puisque pour qu'il y ait transmédia, il faut qu'il y ait dialogue, et non pas seulement superposition, déclinaison. Ce caractère transmédiatique me semble clair. Alors déjà avec la coïncidence de l'ouverture, qui me semble vraiment pas relever de la coïncidence vu les enjeux commerciaux en jeu, et même si on est donc du part et d'autre de réalité légale, que j'ai commencé par rappeler, Pottermore est resté 8 mois en bêta-test. Alors, parce qu'il posait des problèmes, mais il posait aussi des problèmes quand il avait finalement été ouvert. Et il y a eu beaucoup de discussions à l'époque sur la signification de ce délai, sur la date finalement choisie pour l'ouverture. Et il me semble que le fait qu'il y ait une coïncidence avec les autres extensions est à prendre en compte. S'y ajoute aujourd'hui et de plus en plus des échos entre les deux versions du développement mondain qui sont toujours, je pense, en train d'explorer leur convergence possible, de raffiner les exploitations possibles de cette convergence. Donc, je vous donne le cas de Célestina Warbeck, qui donc est un cas qui date de cet été. C'est un personnage de chanteuse à laquelle il est fait plusieurs fois allusion, mais vraiment très rapidement dans les volumes. C'est la chanteuse préférée de Madame Weasley, par exemple. Et J.K. Rowling a choisi, parce que, dit-elle, c'est un de ses personnages secondaires favoris. Il y a toujours ce côté bon plaisir chez Rowling. Donc, comme elle l'aimait bien, elle choisit de lui consacrer un de ses textes. Elle donne la biographie de Célestina et la même page sur Pottermore. Donc là, vous voyez, c'est well done, you have unlocked Célestina Warbeck. La même page donne accès à un extrait de son album Soul, You Stole My Cauldron, but you can't have my heart, qui même est extrêmement bien fait. Donc, il y a bien quelqu'un qui chante en tant que Célestina. OK ? Et il se trouve que un peu plus tôt ce même été, ouvrait une extension du parc d'Orlando, donc extension consacrée à Diagon Alley, où on peut écouter tous les jours se produire Célestina Warbeck and the Banshees. Et c'est bien sûr un extrait du concert live qui est donné en ligne. Je vous mets ici le post du blog Insider qui faisait le lien indéniablement transmédiatique, donc relevant d'une convergence marketing de différents produits dérivés. Le morceau mis en ligne est ici donné comme un taster, un avant-goût du spectacle live, ainsi publicisé depuis le site. La forte activité globale de la franchise ces derniers mois est d'ailleurs probablement plus largement liée à une stratégie promotionnelle visant à réveiller l'intérêt du grand public, donc au-delà de la seule communauté fanique, dans la perspective, puisque le projet est désormais officiel, d'une nouvelle adaptation sous forme de trilogie filmique de Fantastic Beasts, les animaux fantastiques. Ces nouveaux films formeront une dernière pièce de l'évolution que j'ai montrée, Harry Potter comme univers, puisque le personnage n'est pas voué à y figurer. Donc c'est vraiment Harry Potter est mort, vive Harry Potter. Plus sérieusement, je voudrais terminer en revenant sur les développements textuels autographes. Donc les nouveaux textes que Rowling propose sur Pottermore, qu'elle met en ligne, qu'elle met à disposition, que j'ai surtout évoqué jusqu'ici sous l'angle de la stratégie marketing. Alors il faut justement relever que Rowling jouit d'un statut assez unique au sein de la culture de genre médiatique, un statut d'auteur incontesté, un statut d'autorité incontestable, accompagné d'un respect à peu près général de chacune de ses paroles et de ses décisions, même quand elle dit quelque chose qui fait scandale, comme la révélation sur l'homosexualité de Dumbledore, ça lui vaut davantage de respect de ceux qui respectent justement les valeurs qu'elle défend ainsi, même au risque de se faire des ennemis. Donc, voilà, globalement, je ne vois pas de contestation de Rowling vraiment forte. Or, ce qu'elle fait, en ajoutant des textes ou en dévoilant des informations comme cette fameuse homosexualité de Dumbledore, cela revient à nier très fortement, et d'une façon que son statut rend d'autant plus remarquable, non seulement toute clôture du texte, parce qu'on n'en est plus là, mais plus largement toute complétude pensable du monde fictionnel que projette ce texte. Toute complétude pensable de l'univers fictionnel. L'axiome voulait que le monde fictionnel soit incomplet. On ne peut savoir de lui que ce que les textes qui en parlent en disent, pas plus. Et c'est sa différence ontologique fondamentale avec le réel. On n'en est plus non plus tout à fait là, puisque dans le cadre des pratiques d'appropriation, les mondes fictionnels aimés sont pensés comme effectivement incomplets, mais comme complétables, et donc infinis.
la notion de canon en culture médiatique vient permettre de gérer les problèmes que cela pose en instaurant une manière relativement souple et efficace de hiérarchiser des strates de données, leur recevabilité, leur stabilité. Mais ce que fait Rowling, bardée donc de son autorité sur l'exemple de Célestina Warbeck, ou encore quand elle nous lance sur la piste cet été d'un flirt entre le fils de Tonks et Lupin et la fille de Fleur de la Cour et Bill Weasley, cela revient à verser dans le canon, à canoniser ce qui est la démarche même d'expansion fanique. Il me semble qu'on franchit là un nouveau palier dans ce qu'il est non seulement loisible, mais désormais légitime de postuler au sujet d'un autre monde. Je vous remercie.